Salut Greg. Salut John. Du coup, aujourd'hui, on se fait un petit enregistrement de vidéo parce qu'il y a quelques semaines, tu as fait un atelier dédié à Maisel et à l'intégration HTML d'email avec Maisel lors de l'Email Marketing Day qui a eu lieu à Strasbourg, et c'était intéressant qu'on puisse réutiliser le matériel que tu avais produit, la présentation, mais aussi la partie démo pour le publier sur notre chaîne YouTube et sur l'article dédié à Maisel sur notre site. Donc c'est l'occasion de présenter tout ça à tout le monde. Donc la scène est à toi et je t'interromprai de temps en temps quand j'ai éventuellement des questions et qu'il y a éventuellement des choses qui méritent un petit approfondissement. Ça marche, pas de souci. Merci pour la présentation, pour l'introduction. Donc, l'idée de la présentation qui a été faite à l'IMD, c'était de la faire en deux parties. Une première partie un peu plus théorique pour présenter Maisel en explication, et une deuxième partie un peu plus technique où on montre un peu, on rentre dans le code, on montre un peu ce que Maisel peut sortir comme type de code et comme type de fichier. Donc, rentrons tout de suite dans la partie un peu plus théorique. Alors, Maisel, c'est un outil qui va servir à répondre à certains besoins qui seront des besoins quand l'industrialisation au moyen d'un email builder, que ce soit celui de Batsender ou celui d'un outil de routage ou autre, ne répond pas aux besoins, parce qu'on a besoin de choses trop spécifiques, on a besoin d'import via des flux externes, ce genre de choses. Et quand la demande est telle que la production à la main ne fait pas non plus l'affaire, n'est pas assez efficace. Donc Maisel vient vraiment combler ce gap. Alors, Maisel, c'est quoi? C'est un framework. Donc, un framework, c'est quoi? C'est quelque chose qui va... c'est une couche entre ce que vous allez mettre en entrée et ce que vous allez avoir en sortie. Donc, si on compare ça un peu à une usine de voiture, pour produire une voiture, vous allez avoir de la matière première, donc vos composants électroniques, votre métal, etc. Il y a une grosse usine avec plein de robots, avec plein de machines, avec plein de choses qui vont traiter tout ça. Et derrière, ça va vous sortir une voiture. Vous êtes capable de construire une voiture à la main, avec un marteau, un tournevis, etc. Ça va être hyper long et très compliqué, ce serait possible. Mais voilà, l'usine, ce serait le framework qui vous permet vraiment de traiter cette matière première de manière automatique avec plein de facilité pour produire la voiture. Maisel, c'est un peu la même mécanique. La matière première, c'est le cerveau du développeur. Il va entrer son code dans Maisel, et Maisel, lui, va lui sortir un beau code HTML tout propre, bien formaté, tout comme il faut. Et donc l'idée ici, c'est vraiment, encore une fois, de gagner du temps et de faciliter sa production. À noter que on n'est pas obligé d'utiliser Maisel uniquement pour industrialiser ou pour faire des grosses choses. On peut l'utiliser vraiment comme un outil pour faire de l'HTML de tous les jours. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Il y a des avantages et des inconvénients, comme tout, c'est un outil. Les avantages, c'est qu'on va aller en général plus vite une fois qu'on le maîtrise, ce qui permet de passer des étapes, de ne plus écrire des choses redondantes. Ça va être plus flexible, on va avoir plus de manœuvrabilité sur des éléments qu'on voudrait modifier suite à un feedback client ou autre. Et il va être plus facile à maintenir si on a bien préparé ses fichiers en amont. Quand on remarque qu'il y a un bug par la suite ou qu'il y a un problème, on pourra corriger ce bug à un endroit qui pourrait être répercuté sur l'ensemble des emails. Au niveau des points négatifs, c'est que ça va demander des compétences techniques et ça va demander un apprentissage. Alors, ça ne demande pas des compétences techniques folles. Quelqu'un qui maîtrise déjà bien le code HTML et qui est un peu technique pourra s'en sortir. Ça peut faire peur au début parce qu'on doit rentrer des choses en ligne de commande, dans un terminal, et en général, c'est le genre de truc qui fait assez peur. Mais vraiment, il ne faut pas s'inquiéter, c'est des choses assez simples, d'autant plus que la documentation de Maisel est extrêmement bien faite pour arriver à suivre tout ça.
Alors, Mezzle, il fonctionne comment? Il fonctionne avec trois grands concepts, trois niveaux. Il y a le concept de layout. Le layout, ça va être la partie structurante de l'email. Donc, ça va être tout ce qui va être autour de la balise body, donc tout ce qui est autour de votre contenu d'email. Ce sera les media queries, ce sera la doc type, éventuellement les premières balises qui sont à l'intérieur de la balise body, donc les tables qui entourent tout avec des couleurs de fond, global, etc. Donc ça va être vraiment la structure technique et la toute première structure de votre email. Le deuxième niveau, c'est le template. Alors, le template, ça va être vraiment le contenu de l'email, le cœur de l'email. Ça va être votre header, votre message, vos boutons, votre footer. Et enfin, les composants. Les composants, ça va être des éléments qu'on va pouvoir intégrer au template, qui vont être des briques de Lego. Par exemple, un bouton, vous allez pouvoir le sortir, en faire un composant, pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois. Ce qui va faire que si un jour vous avez un update à faire dans le bouton, vous le faites dans le composant, et ça va être répercuté partout ailleurs dans votre code HTML. C'est un peu le principe des snippets, pour ceux qui connaissent, sauf qu'ici c'est vraiment isolé, donc le code sera updaté même sur les anciens codes. Je t'interromps juste à ce moment-là pour une première question. Quand tu parles des composants et que tu parles de maintenabilité, est-ce que ça veut dire que si demain j'émets là un nouveau bug ou une nouvelle fonctionnalité particulière, on pourra mettre à jour le composant à un endroit et répercuter ça sur tous les emails qu'on a produits? Imaginons qu'on ait fait plein d'emails transactionnels avec Mezzle. Ça va permettre de réexporter assez facilement l'ensemble des messages en répercutant la petite mise à jour, le petit code, le petit attribut en plus? Tout à fait. Donc imaginons que voilà, il y a un nouveau bug sur Gmail sur les boutons, les boutons que quelqu'un a créés, et que tout votre Mezzle a été structuré de manière à ce que vos emails appellent toujours ce composant bouton, en lui passant des paramètres pour changer la couleur, le texte, le lien, évidemment. C'est pas parce qu'on a un composant que c'est vraiment un bout de code fixe et immuable, c'est un composant auquel on peut passer quand on appelle un certain nombre de paramètres définis par vous, qui permettent de le personnaliser. Mais donc, si on a créé ces emails en se basant sur des composants, en mettant à jour ce composant, on va pouvoir simplement, comme tu dis, réexporter les emails en appuyant sur le gros bouton rouge, on fait hop, je réexporte, et ça va ressortir tous les emails avec cette update du composant. Donc il va pas être nécessaire de retourner dans chacun des emails, retrouver le code du ou des boutons pour mettre à jour chacun de ces codes. Ça répond à la question? Carrément. Je te laisse poursuivre. Alors, bah voilà, donc ça vous allez pouvoir le retrouver, mais donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc le layout, c'est vraiment la structure principale de l'email, ce qui va être autour. Le template, donc ça va être le contenu de l'email. Alors à noter effectivement que le template se compose de deux parties distinctes dans Mezzle. Une partie de type front matter, donc c'est un tas d'éléments, de variables que vous allez pouvoir définir tout au-dessus de l'email, pour pouvoir le réutiliser comme une couleur de fond, un titre, un texte, etc. On va rentrer un peu plus en détail plus loin. Et votre code HTML, évidemment. Ou plus précisément, le code attendu par Mezzle. Donc ça va être du code, entre guillemets, Mezzle, qui va ressembler très très fort à du code HTML classique, avec quelques petits twists qui vont rendre cette intégration HTML plus légère et plus facile. Et enfin, les composants, donc c'est ce qu'on vient d'expliquer. Hein. Donc on donne l'exemple de boutons, mais ça peut être des composants plus gros, de type des articles. On peut même faire des composants qui seraient des conteneurs, quelque chose qui enrobe chacun de vos blocs ou chacun de vos modules, comme disait John, mais pour pouvoir les mettre à jour par la suite en un seul tournement. Alors, Mezzle a cette force aussi de pouvoir proposer des opérateurs logiques, donc des conditions, des if-else, donc des ou sinon,
qui vont permettre de faire aussi tout un tas d'acrobaties. Si j'ai défini une couleur de fond dans mon paramètre, de mon composant, alors je vais écrire mon composant comme ça, sinon je vais l'écrire autrement, etc. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses, on peut faire des boucles. Par exemple, vous avez N articles dans votre newsletter, vous allez écrire votre article une fois et vous allez boucler dessus en mettant bien vos paramètres qui vont, et votre article sera répété une fois avec les différents contenus. J'espère que j'ai été clair. Etc. Donc il y a aussi tout un tas d'opérateurs de ce type-là. Encore une fois, la doc de Mezzle là-dessus est extrêmement bien faite, en anglais, mais extrêmement bien faite, et est vraiment très très claire. Donc elle prend vraiment par la main pour expliquer comment ça fonctionne. Alors, Mezzle utilise... Donc Mezzle est un framework, et il utilise lui-même un autre framework qui s'appelle Tailwind, qui est à la base beaucoup plus orienté site web. Donc Tailwind, c'est un framework qui permet de gérer beaucoup plus facilement ses instructions CSS. Alors il y a un certain nombre de classes prédéfinies, de choses prédéfinies, etc. Et donc le Tailwind qui est utilisé dans Mezzle, c'est un Tailwind qui a été configuré et préparé pour répondre spécifiquement aux besoins de l'intégration HTML dans les emails, puisque Tailwind à la base est plus orienté site web. Et c'est vraiment un outil, Tailwind, qui va vous permettre de factoriser toutes les choses que vous allez écrire de manière redondante. Par exemple, sur une balise paragraphe pour du texte, en email, on va toujours réécrire la font family, la color, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le factoriser, le mettre ailleurs dans une feuille Tailwind, qui va dire bah, tiens, je veux que sur tous mes paragraphes, j'aille mettre la font family qui va bien, etc. Donc ça va vraiment vous permettre aussi de, s'il y a des updates à faire par la suite, de type plutôt graphique, bah, de les faire très rapidement. Donc, il permet aussi de faire d'autres choses, Tailwind. Donc, il permet de nettoyer tout ce qui sera CSS inutilisé. Donc, vous pouvez avoir toute votre liste de CSS que vous utilisez habituellement à disposition. Et lors de l'export final de l'HTML, bah, Tailwind ne va récupérer que les CSS qui seront vraiment utilisés. Donc, prévoir des resets de classe, bon, c'est un peu ce que j'ai dit, hein, donc, par rapport au paragraphe, par exemple. D'avoir des classes par défaut, ou de mettre des hacks pour certains clients mail, des line 8 fixés à 100% par défaut, par exemple, ce genre de choses. On va évidemment pouvoir créer des classes personnalisées, etc. Donc faire plein de choses. Et donc Tailwind va lui-même, avec toutes ces classes, faire le inline du code HTML. Donc ça va vraiment vous permettre de retravailler un peu comme en site web avec des classes, de nettoyer vraiment votre code HTML, de le rendre beaucoup plus épuré, puisque ce sera Tailwind derrière qui va s'occuper de tout repasser en inline pour l'email. Et Tailwind étant lui-même un framework, il est évidemment entièrement configurable, donc il y a encore moyen de faire plein d'adaptations en fonction de vos besoins. Là aussi, il y a une doc qui est très bien fichue sur Tailwind. Alors, Front Matter, donc ça on en a parlé un petit peu, c'est quoi? Donc c'est un petit bout de code, d'instructions si on veut, qui seront écrites juste avant le code HTML du contenu. Ça va être écrit dans un format qu'on appelle du format YAML. C'est encore un nom bizarre, mais il ne faut pas avoir peur. C'est un format très simple. Ça va être le nom de ma variable, 2 points, la valeur de ma variable. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça va vous permettre de définir un certain nombre de variables en amont dans l'email. Par exemple, vous pourriez définir le contenu de vos articles avec leur lien. Donc un titre, un contenu et un bouton, tout en haut de l'email dans des variables. Et ça va permettre par la suite, s'il y a des updates à faire, de ne pas devoir aller chercher dans le code HTML où est-ce que j'ai rangé mon titre, mon contenu, etc. Mais simplement d'aller updater ces contenus-là tout au-dessus, qui sont directement à disposition. Alors, on peut évidemment définir plein d'autres choses. Là, j'ai donné l'exemple d'article, mais on peut, donc ce sera avec du texte.
On peut passer en paramètres dans ces éléments, dans le front matter, des codes couleurs, des liens, des URL d'images, des tableaux de données, donc des suites d'éléments. Par exemple, si on a des articles, on peut faire une suite de titres, donc ce genre de choses. Alors, on a aussi avec Maisel des outils qu'on va appeler les posts HTML CSS. Donc, c'est des outils qui vont venir retravailler notre code HTML et notre CSS au moment de l'export. Donc, au moment où on va vraiment générer le fichier final, le fichier .html qui va être prêt à l'emploi. Donc, on va pouvoir lui dire, par exemple, de mettre par défaut des attributs sur certaines balises HTML. Typiquement, le cell padding égale 0, cell spacing égale 0 sur les tables qu'on doit écrire à chaque fois. On peut aussi définir un target égale blank, par exemple, pour les liens. Voilà, il y a moyen de faire plein de choses là-dessus. On peut nettoyer, on peut enlever tous les commentaires, si on le souhaite. Tous les commentaires CSS ou tous les commentaires HTML ou les deux. On peut indenter le code. On peut... Enfin, voilà, il existe plein d'instructions. Il y a aussi des plugins qu'on peut encore trouver pour aller plus loin, qui permettent vraiment de travailler votre code HTML à l'export pour l'avoir vraiment comme vous le souhaitez. Donc, alors, comme j'ai déjà dit, la documentation de Maisel est extrêmement bien faite. Ça vous prend vraiment par la main, c'est très clair, ça demande pas de compétences ou pas trop de compétences techniques à l'installation. C'est un petit peu technique encore une fois, mais tout Maisel vous prendra par la main vraiment pour vous aider à l'installer. C'est vraiment aussi mis à jour régulièrement. Là, il y a la version 4 et des poussières qui est sortie il n'y a pas longtemps. Elle était sortie quelques semaines ou quelques jours avant l'IMD. Donc là, maintenant, ça fait déjà un mois et demi en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est maintenu à jour. Le développeur est sur GitHub et est très réactif quand vous avez des questions sur des tickets ou ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ça à outrance. Et donc maintenant, je vous propose de passer une petite démo, ce qui sera plus simple pour voir un peu ce qui se passe. Donc pour ça, j'ai préparé, donc ici j'ai un projet, j'ai 3 projets Maisel différents. Un simple, un où on utilise un peu plus de paramètres, et un où on va vraiment utiliser des paramètres de manière plus avancée. Donc ici, je vais rentrer dans le projet simple. Alors, ça, c'est l'architecture d'un projet Maisel. Donc là, on a un dossier GitHub parce qu'on stocke tout sur GitHub, ne vous en faites pas trop pour ça. Ici, on a une bibliothèque technique qui est installée avec Maisel, qui s'installe, vous pouvez choisir de l'installer automatiquement quand vous faites un nouveau projet Maisel. Il ne faut pas y toucher. C'est un gros truc technique. Vous pouvez voir, il y a plein de choses techniques là-dedans. Il n'est pas nécessaire d'aller mettre sa main là-dedans, donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Le dossier source qui va comprendre là, votre architecture avec le layout, les templates, les templates, vos images, votre CSS et les composants. En dessous, on a 2 fichiers techniques. Il ne faut pas trop se prendre la tête, on ne va pas trop rentrer dans les détails là-dessus. On a des fichiers de configuration. Donc ça va être des fichiers qui vont vous définir où est-ce que vous allez exporter votre code HTML et éventuellement, tout ce dont on a discuté avant, qu'est-ce que vous allez mettre dedans. Donc, par exemple, ici, si je rentre dedans, on peut lui dire, alors, je ne vais pas trop rentrer dans le code, mais on peut voir que voilà, extra attributes, c'est pour mettre des attributs en plus. Par exemple, sur les balises images, il y aura un border égale 0. Sur les tables, il y aura un border égale 0, un rôle égale présentation, cell padding 0, cell spacing 0. Donc c'est ici qu'on va vraiment pouvoir aller lui mettre toute une couche d'instructions supplémentaires. Ouais, je te fais une petite, un tout petit stop. Ici, on voit quand même quand on rentre dans le code et dans le nombre de fichiers que comparé à l'intégration HTML d'un email simple, puisque là, alors c'est un exemple simple, mais est-ce que ça a un vrai intérêt si j'ai
reçu un design ou créé un design et que j'ai besoin de l'intégrer une seule fois pour l'email, est-ce que ça a un quelconque intérêt de passer par Maisel? À partir de quand on se dit que ça a un intérêt d'industrialiser? Parce que l'objectif de Maisel, c'est quand même d'industrialiser. Et en dessous de quel moment on se dit je continue à le faire à la main parce que ce sera aussi efficace et il n'y a pas de besoin d'apprendre quelque chose de nouveau pour autant? Alors, la réponse est à la fois très simple et à la fois très compliquée. Il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. Alors, la première, c'est pour répondre très simplement à la question. Si vous avez un simple email promo avec un header, votre image promo, un bouton, un footer, vous pourriez le faire à la main, surtout si vous avez l'habitude de l'expérience. Ça ira aussi vite, peut-être même plus vite à la main, si vous avez plus l'habitude à la main, que de le faire en Maisel. Si vous avez vraiment l'expérience de Maisel, je dirais que les deux iront aussi vite, en fonction peut-être un peu plus sur Maisel, un peu plus à la main, mais il n'y aura pas de différence significative. Par contre, à un moment, on va se poser la question de centraliser vos emails. Donc, si vous êtes une équipe qui travaille ensemble, comme on l'est chez Bad Sender, si à un moment il y a des emails qui sont faits de la manière A, d'autres emails qui sont faits de la manière B avec l'outil B, etc., le problème c'est qu'à la fin, on doit chaque fois mentalement changer d'outil ou changer de mode de pensée, et c'est pas forcément le plus évident. Bon, moi j'aurais tendance là à dire qu'on uniformise tout. La deuxième chose aussi, c'est que si vous utilisez Maisel pour une marque, ça veut dire que vous allez pouvoir configurer des projets Maisel où il y aura déjà tout ce qui est nécessaire à votre marque. Donc vous allez pouvoir, quand vous créez un nouveau projet Maisel, vous pouvez créer ce qu'on appelle des starters. Donc c'est un projet Maisel dans lequel vous aurez simplement déjà mis toutes les valeurs de vos CSS qui vont bien, avec les couleurs de votre marque, avec éventuellement déjà des composants, par exemple pour les headers, les footers, ce genre de choses, qui vous permettraient alors d'aller tout de suite beaucoup plus vite, puisque quand vous créez votre email simple, header, mon contenu, mon footer, de manière assez simple, mais le header serait déjà existant, le footer serait déjà existant dans des composants, vous les appelleriez simplement, et ça vous permet de sortir votre code HTML tout de suite. Et encore une fois, pour la maintenabilité, si vous avez ça dans des composants, si demain on vous dit « Ah tiens, le header, la charte graphique a changé », vous le changez dans votre composant et ça va le changer partout. Ok, donc en résumé, les avantages, c'est pour le travail en équipe, c'est d'homogénéiser les méthodes de codage et de production. C'est être capable de travailler, de standardiser et de travailler dans une logique de design system, pour le coup, puisque c'est la prolongation du design system. Et la question de la maintenance que tu avais mis en argument dans la présentation, effectivement, elle revient rapidement au galop. Tout à fait. Et aussi, évidemment, donc là, je parle d'un email simple, mais au plus l'email sera long et en général complexe, au plus Maisel aura aussi du sens alors, de par les outils qu'il offre simplement. Ok, je te laisse continuer. Alors, si on continue dans cette architecture de fichiers, donc on a après la licence, le type de licence qui est proposé par Maisel, donc c'est de l'open source. On a ici des fichiers package.lock et package, c'est pour définir les versions de Maisel. Donc à moins que vous jouiez avec de la maintenance sur un même projet entre différentes versions de Maisel, a priori vous n'aurez pas trop besoin d'y toucher. Un fichier README, donc pour les instructions à l'installation du projet aussi, ça vous aide à vous prendre par la main. Et un fichier de config pour Tailwind qui va vous permettre là de configurer plein d'éléments. Quand vous allez utiliser Tailwind, on va le voir maintenant dans une seconde. Donc, si je rentre ici dans mon architecture, on va commencer par l'architecture la plus à l'extérieur, on va dire, donc le layout. On peut voir ici. Donc le layout, on peut voir que j'ai quoi? J'ai mon doctype, j'ai ma balise HTML, j'ai ma balise head. Il n'y a rien de spécial ici, jusqu'ici. Il y a juste des petites choses qu'on peut voir. En gros,
c'est des bouts de code qui vont dire soit je définis une doctype qui est définie quelque part, ici typiquement ce sera dans le front matter, et sinon par défaut la doctype ce sera HTML, donc HTML5. Pareil ici, si je définis une langue, donc un language, ce sera ça qui va être pris en compte, sinon par défaut ce sera de l'anglais, etc. Donc c'est ça qui se passe. Donc ici on a voilà, le code comme on pourrait l'avoir dans un email classique. On définit des typos personnalisés, des bouts de code spécifiques pour Outlook. Ici, encore un petit hack qu'on a mis là, mais qu'on aurait pu mettre ailleurs. Ici, on peut voir qu'on appelle page.css. Donc ça va être l'appellation pour tous les styles Tailwind, qu'on va appeler, qui vont nous permettre notamment de gérer les media queries, de gérer les hacks CSS, ce genre de choses. Et puis après, c'est encore du code classique, donc on retrouvera dans les instances standards. Ça, c'est des hacks pour Outlook. Ici, c'est un petit code pour Measle qui va nous permettre, si on veut, de rajouter des informations dans cette balise head. Alors, on peut soit les rajouter à la main ici, on peut tout à fait l'écrire ici, soit les rajouter directement dans le template si on veut garder, par exemple, cette structure main commune à plein d'emails. Par exemple, dans le cas d'une marque, on pourrait vouloir rajouter certaines instructions dans la balise head seulement dans certains emails. Et donc, il y a moyen de le faire directement dans le template plutôt que de le faire dans la structure ici email. Et en dessous, voilà, l'ouverture de la balise body, c'est des choses classiques. Et juste ici, on peut voir qu'on va appeler le content, donc le contenu, qui sera défini, lui, dans le template. Alors, si maintenant on va voir le template, on a ici un fichier qui s'appelle newsletter. Alors, newsletter, on va lui dire quoi? On va lui écrire ça, x-main, donc c'est la nomenclature Measle, donc on va lui dire que lui, il va aller regarder dans main, et il va compléter, si je reprends ça, la balise content qui va venir s'insérer ici. C'est simplement ça que ça raconte. Donc là, ici, j'ai un code HTML qui a été écrit avec Measle. Donc on peut voir que, par exemple, mes tables, mon code HTML est beaucoup plus light que du code HTML standard. Donc on n'a pas les répétitions des cell padding 0, cell spacing 0, etc. On a tout écrit avec des classes. Il n'y a pas de CSS. Et donc on a un code HTML qui est vraiment beaucoup plus lisible et beaucoup plus light. Alors, ce code-là, pour en faire un code HTML standard, on va dire, on va devoir utiliser des lignes de commande. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir ici en bas, il y a un petit terminal qui est ouvert. Vous pouvez le faire via un terminal classique, hein, donc sur Windows, sur Mac ou sur Linux, en vous mettant dans le dossier qui va bien. Ici, j'utilise VS Code. Chez Bad Sender, il y a Pierre qui utilise lui plutôt Sublime. Donc voilà, on peut utiliser un peu l'outil qu'on veut. L'avantage simplement de ce genre d'outil, c'est que ça va vous permettre, si vous faites un clic droit et que vous ouvrez un nouveau terminal, ben ça vous ouvre le terminal directement au bon endroit. Vous ne devez pas aller commencer à changer les répertoires, vous placer au bon endroit avant de lancer vos instructions. Voilà, c'est un petit truc plus simple. Alors, pour dire à Measle, je veux que tu me génères mon fichier de production, on va lui dire ben, Measle, build, et ensuite derrière on va écrire, on va lui dire l'environnement pour lequel on veut qu'il sorte l'email. Donc si on écrit juste Measle build, il va générer le fichier HTML en se basant uniquement sur le fichier config de base. Donc ici, il y a quoi? On lui dit simplement, bah, tiens, voilà, tu vas chercher les informations dans template, tu vas les mettre dans un dossier local, et tu vas prendre les images et les mettre dans un dossier image. Donc c'est vraiment un truc très simple. Si maintenant on lui dit Measle build production, il va garder cette config-là, mais en plus, il va prendre ce dossier-ci. Et donc ici, on peut voir qu'on a beaucoup plus de choses. On lui dit, bah, tiens, tu vas me les mettre plutôt dans un chemin qui s'appelle build production, que tu vas me faire tout l'inline CSS, que tu vas m'enlever les CSS qui ne sont pas utilisés,
que tu vas indenter le code, etc., etc. Ça va vous permettre aussi, si vous le souhaitez, de créer différents environnements pour générer vos HTML. On pourrait aussi, on le verra un peu plus tard, mettre des valeurs par défaut de code couleur ou ce genre de choses. Si par exemple vous avez différentes marques, vous devez créer un même email avec différentes marques, et vous pouvez utiliser ces environnements-là pour modifier simplement les codes couleurs ou les liens. Donc ici, on va lancer l'instruction. Voilà. Et on va voir ici, voilà, il m'a créé un nouveau dossier qui s'appelle Build Production. Donc si je vais voir ce qu'il y a dans ce dossier, on a cette fois-ci mon fichier HTML complètement écrit. Donc là, on a le style avec des media queries qui sont utilisés dans l'email. Et ici, on peut voir qu'on a le code HTML beaucoup plus classique avec, voilà, ici par exemple, j'ai une table, j'ai mon rôle présentation, self padding, self spacing, la background color. On peut voir qu'il n'y a plus du tout de classe, que tout était vraiment bien mis en inline. On va retrouver des classes quand ce seront des classes pour les media queries. Donc si on regarde un peu ici dans le détail par rapport à ce qui a été fait, que je prenne le même truc, oui c'est bien, donc on a bien la table qui est en 580 pixels de large, donc ce sera cette table-ci. Alors ici on lui a dit quoi? Simplement dans Maison, on a dit c'est une table, on a gardé le align center parce qu'on veut qu'elle soit centrée par rapport à la précédente. On a utilisé W-580, donc c'est un raccourci, ça a des classes Tailwind préconfigurées, W- ça va aller vous chercher une valeur. Et derrière, on a mis SM pour small, W-full. Et donc ça va faire... Et encore après, derrière une autre classe, BG-yellow. Donc ça a fait quoi? Ça a fait que la classe SM2.WFull, elle s'est transformée en SM-W-full, qui va être une classe pour les media queries, qui va lui dire, ben, je veux que pour les tailles d'écran plus petites, tu passes en width 100%. Le W-580, il était inliné, il s'est transformé en width de point 580 pixels. Et le BG-yellow, il s'est transformé en background color de point, le code couleur du yellow que vous avez défini. Alors, ce code couleur-là, tous ces éléments-là vont être définis dans le fichier de configuration de Tailwind. Donc ici, le fichier de configuration Tailwind, c'est ce qui va vraiment vous permettre de définir tout un tas de valeurs par défaut que vous allez utiliser régulièrement. Typiquement, la couleur avec le yellow que j'ai utilisé, bah, ça va aller chercher cette valeur-là. Ce qui fait que si vous avez une marque, encore une fois, avec un code couleur vert, jaune, rouge, n'importe quoi, et que demain, ce code couleur est updaté dans votre design system, si vous avez tout configuré via un projet Mezzle, eh ben, il vous suffit simplement de changer ce code couleur ici, de ressortir vos fichiers HTML avec l'instruction du terminal, et ce code couleur sera updaté partout où il était utilisé auparavant. Donc c'est vraiment assez puissant à ce niveau-là. Alors il y a un certain nombre de choses, quand vous allez créer un nouveau projet Mezzle de base, qui seront déjà là. Ici, c'est des configurations que nous, on a un peu modifiées. Par exemple, pour tout ce qui est espace, on a mis les valeurs de 0 jusqu'à 100 pour avoir les... si on appelle 97, ce sera 97 px, etc. Si jamais il y a des valeurs que vous souhaitez utiliser qui ne sont pas dedans, vous avez deux options. Soit si par exemple vous voulez utiliser 110, vous pouvez simplement écrire, venir ajouter une ligne et mettre votre 110, par exemple. Ou alors, si c'est vraiment quelque chose de très ponctuel, vous pouvez dire, bah, tiens, voilà, c'est quelque chose de super ponctuel, j'ai un BG mais particulier. Vous le mettez simplement entre crochets. Oups. Et là, voilà, il va prendre la valeur qui est entre crochets. Si vous dites, voilà, c'est ponctuel, j'ai pas besoin d'aller définir ça dans ma feuille de configuration Tailwind, parce que ça va commencer à la polluer si je dois mettre tous les trucs que j'utilise ponctuellement. Vous pouvez tout à fait mettre des choses comme ici, ou par exemple ici, le with, le mettre en 110 px, 110 px. Donc voilà, ça va vraiment vous permettre d'avoir ça. Alors,
on retombe sur un peu les inconvénients que j'avais cités au début. Ça va vous demander un peu d'apprentissage pour connaître, tiens, W- ça appelle quoi? Ça va appeler en fait la propriété CSS with dans Tailwind. BG- ça va appeler le background color dans Tailwind, etc. Donc, ça demande un peu d'apprentissage. Alors, il existe aussi sur le net ce qu'on appelle des cheat sheets, des feuilles de triche, qui vous permettent de faire des recherches très facilement, soit via une instruction Tailwind, soit via la propriété CSS, pour savoir comment, si vous avez la propriété CSS, mais comment ça s'appelle avec Tailwind, ou si vous avez l'instruction Tailwind, mais qu'est-ce que ça va sortir comme propriété CSS. Bon. Oui, une question? Ouais, non, alors, en fait, on est déjà à 35 minutes. Donc là, on a abordé la newsletter la plus simple. Je pense que les versions un peu plus avancées, ça peut être l'occasion de faire un deuxième épisode par la suite. Je ne sais pas si sur ce premier email qui est plus simple, tu avais encore quelques éléments à montrer pour clôturer. Juste 2 petits points. Donc là, voilà, on a abordé les feuilles Tailwind, le template. Donc, alors, on va voir un peu ce que ça donne ici, cet email. Donc, si je l'ouvre, hop, donc voilà, ça m'a sorti un email tout à fait classique. Ça, c'est une fausse newsletter de Bad Sender. C'est ce qui était sorti. On peut voir ici, par exemple, qu'il y a différents articles. Donc, si on va regarder dans le code de Mezzle, que je le retrouve. Donc voilà, ici, on a, si je ne me trompe pas, un premier article qui a été écrit vraiment entièrement à la main. Donc on peut voir que, alors avec du code Mezzle, mais on peut voir qu'on a tous les éléments. Ici, la pastille qui est dans la pastille qui est ici. On a l'image qui est ici. On a ici le bouton, et et ici on a le contenu, etc. Donc voilà, on a vraiment un truc très classique. Pour les autres, simplement, plutôt que de réécrire tout ça, j'ai écrit un composant article, qui est ici, qui reprend le même code, simplement. Simplement, je dis, voilà, ici, ça va être le CTA, ici, le contenu classique, ici, l'image. Alors, il y a des choses que je vais appeler d'une certaine manière, d'autres d'une autre. Et si je regarde ici, maintenant, on peut voir que là, voilà, j'appelle mon composant article, je lui mets un tag, ça va être simplement la pastille qui est ici, l'URL de l'image, le lien qui est sur mon bouton, et ensuite, au niveau du contenu, j'aurais pu les passer ici au-dessus, j'ai choisi de les passer là pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, ici, le titre, le contenu standard, simplement le contenu de l'article, là, il n'y a pas besoin de mettre de balise particulière, et le contenu du CTA. Et donc, on peut voir que les 2 articles qui suivent, je les ai écrits comme ça, et que c'est beaucoup plus facile à lire, et beaucoup plus facile pour aller éditer le contenu, si nécessaire, s'il y a des changements de texte, d'image, ce genre de choses, que plutôt d'aller chercher ici, où voilà, je cherchais mon titre, je ne sais déjà même plus où il est, voilà, il est ici. Ouais, du coup, s'il s'agit uniquement de remplir une newsletter dans ce cas-ci, on copie-colle à la suite plusieurs fois cette zone article, et on peut très facilement éditer sans avoir plein de code dans tous les sens qui nous pollue l'esprit, et surtout le code qui régit les différents éléments du composant. Il est écrit une seule fois, et donc de nouveau, comme on disait, si on doit rajouter un border égal 0, même si c'est un mauvais exemple sur l'image, on va le faire une fois dans le composant, et ça va se répliquer automatiquement sur chacun des articles qu'on aura mis. Le border, c'est pas le bon exemple, puis c'est en post. Imaginons qu'on va y mettre une légende en dessous de chaque image, pour créditer l'image, ou simplement pour mettre une explication. Donc on va simplement aller le faire
ici, en dessous de la balise image, mettre une zone de texte qu'on pourrait remplir et simplement me passer un paramètre en plus ici, soit legend, soit ici, au choix. Et du coup, il n'y a même pas besoin ici d'aller modifier quoi que ce soit, on va juste rajouter cet article, ce paramètre en plus. On a updaté le code une seule fois, et voilà, le tour est joué. Donc, alors, là, c'est un exemple un peu bateau, parce qu'il n'y a que 3 articles, donc ça peut presque être fait aussi vite d'une manière que de l'autre, mais quand on a plusieurs newsletters, plusieurs choses, etc., c'est là que ça commence vraiment à prendre tout son sens et tout son intérêt. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour la démo. Je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on puisse faire une deuxième session, parce que là, on a vraiment une introduction un petit peu plus théorique et un premier exemple concret. Et comme ça, on alimentera à nouveau l'article Mezzle avec quelque chose avec plusieurs niveaux en fonction des interlocuteurs qu'on a en face de nous. Si jamais vous êtes intéressé par l'expertise qu'on a développée sur Mezzle, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Bad Sender. On sera ravis soit de vous accompagner sous forme de coaching, de formation, et soit, et c'est ce qu'on fait aussi de plus en plus, c'est livrer des projets Mezzle clés en main. Donc, sur base du design system qu'on pourrait vous développer ou d'un design system qui est déjà existant, c'est concevoir l'ensemble du projet Mezzle pour que derrière, vous puissiez l'utiliser en production et pour accélérer largement la production. Mezzle, certes, c'est plutôt un outil qui est fait pour des profils de développeurs, mais des personnes qui ont des compétences fortes en développement HTML, surtout sur l'email, la courbe de progression peut être assez simple à acquérir. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe sur le sujet. Greg, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Et rendez-vous pour une V2 très, très prochainement. Alors, à bientôt. Au revoir. Au revoir.